Bonsoir à tous, il est 19h, les d'autres journaux. À l'occasion du 6e sommet extraordinaire de l'Union africaine, le président de la République Abdelmajid Tebboune a soumis un rapport sur l'évolution de la menace terroriste dans le continent. Les détails dans un instant. Chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, le conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, a honoré ce matin les équipes de l'USM Khanjla et du Mouloudi Adel Bayed pour leur accession historique en Ligue 1 professionnelle. Nous aurons Mucem de Marseille qui accueille une grande exposition sur l'émir Abdelkader. Une conférence sur le parcours de l'émir a été animée par le sénateur Kamel Bouchama pour notre ambassadeur à Paris, Antar Daoud. Cette exposition arrive à un moment où l'Algérie se prépare à célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance. Il sera question dans ce journal d'énergie renouvelable. Nous verrons comment le ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables et le ministère de la Communication forment les journalistes algériens pour les aider à communiquer et inciter les Algériens à utiliser les énergies propres. Dans l'actualité internationale au Maroc, la société civile se prépare demain pour ce qui doit être une journée de colère pour dénoncer l'injustice sociale et appeler à libérer les détenus des droits de l'homme. Et puis dans le dossier sahraoui, le gouvernement espagnol essuie un camouflet pour la deuxième fois consécutive. Le Congrès espagnol rejette en bloc le changement de politique dans le dossier sahraoui. Bienvenue à tous. Tout d'abord et à l'occasion du 6e sommet extraordinaire de l'Union africaine, le président de la République Abdelmajid Tebboune, dans le cadre l'exercice de son mandat en tant que leader de l'Union africaine en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, a soumis un rapport sur l'évolution de la menace terroriste dans le continent et les perspectives et les réponses apportées au niveau régional et international. Ce rapport aborde l'état des lieux concernant le terrorisme en Afrique en expliquant les facteurs ayant favorisé sa propagation à un rythme effréné dans toutes les régions du continent. Le rapport souligne la nécessité de placer la question du terrorisme en tête des priorités de l'Afrique en matière de paix et de sécurité et propose une série de mesures susceptibles de renforcer les capacités individuelles et collectives des pays africains tout en mettant en exergue la responsabilité qui incombe à la communauté internationale appelée à soutenir davantage les efforts des pays africains. À cet égard, se prévalant de l'expérience réussie en Algérie en matière de prévention et de lutte contre ce fléau, le président de la République Abdelmajid Tebboune a mis l'accent sur l'impératif pour les partenaires étrangers de se conformer à leurs obligations en vertu des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU, en prêtant davantage assistance aux pays africains engagés dans la lutte contre le terrorisme, y compris à travers la localisation, l'identification et l'extradition des terroristes recherchés basés sur leur territoire. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a rappelé dans son rapport l'importance de mettre en place rapidement une liste africaine des individus et entités terroristes, un mandat d'arrêt africain ainsi qu'un fonds spécial de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État a également appelé au renforcement des mécanismes et institutions déjà en place, à l'image du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, les mécanismes africains de la coopération policière et du comité des services de renseignement et de sécurité en Afrique, afin de leur permettre de remplir leur mandat en tant que composante essentielle de la stratégie de l'Union africaine de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Voilà pour le message du président de la République qui a été lu par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra. Je vous propose de l'écouter. L'expérience de l'Algérie en la matière nous a permis de réaliser que l'éradication du terrorisme en se contentant des moyens militaires sera toujours incomplète, car ce fléau trouvera toujours un moyen de réapparaître à nouveau. Partant de cette logique, notre réponse commune devra être basée sur une stratégie globale et complémentaire. De ce samedi, chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, le conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum,
les équipes de l'USM Khanchla et du Mouloudia Tel Bayed pour leur accession historique en Ligue 1 professionnelle de football. C'était lors de cette cérémonie organisée au Centre international de conférence d'Alger en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sebkeg. Je vous propose d'écouter le conseiller du président de la République. Le président de la République, Boun Machar, en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, honoré les équipes d'Al Bayed pour leur accession historique en Ligue 1 professionnelle de football. Cette distinction consiste en un chèque de 30 millions de dinars ou 3 milliards de centimes et un but de marque Mercedes pour chacune des deux équipes. Le président de la République vous félicite et encore plus de succès de tout ce que vous entreprendrez. Dans l'actualité économique de ce journal, le groupe Sonatrach et le groupe chinois Sinopec Overseas Oil and Gas Limited ont procédé ce matin à Alger à la signature d'un contrat de partage de production relatif au périmètre contractuel de Zarzaitin, situé dans le bassin d'Ilizi, et ce sous l'égide de la loi 1913 qui régit les activités d'hydrocarbures. Ce contrat, d'une durée de 25 ans, a été signé par le vice-président d'activité, exploration et production de Sonatrach, Mohamed Slimani, et le directeur général de la compagnie chinoise lors d'une cérémonie au niveau du siège de la direction générale de Sonatrach. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, et du représentant de l'ambassadeur de Chine en Algérie. Je vous propose d'écouter Mohamed Arqab. Ceci concerne particulièrement les de rénovation de l'unité FGL ainsi que le forage de 12 puits dévoniens F4 ainsi que la réalisation de travaux cover au niveau des 6 puits dévoniens F2 déjà disponibles. Il sera question aussi de raccorder de nouveaux puits et la maintenance des infrastructures ainsi que la récupération des gaz brûlés. L'investissement global stipulé dans le plan de développement de projet est estimé à 90 $. Sonatrach et Sinopec ont travaillé ensemble depuis 2003 et notre devoir est d'améliorer les conditions de nos coopérations dans un cadre plus favorable et montrer que nous marchons dans la même position et que nous appartenons à un à un projet mutuellement bénéfique. Cette coopération maintenant entre le ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables et le ministère de la Communication. Une journée d'information intitulée « Pour une transition énergétique citoyenne » a été organisée aujourd'hui. Plus de 600 journalistes ont déjà bénéficié d'une formation pour les aider à mieux informer et faire plus de pédagogie quant à l'intérêt de passer vers l'utilisation des énergies propres. Couverture signée Amel Bouarba. Face au déclin des ressources pétrolières et gazières, l'Algérie mise sur une transition renouvelable, notamment solaire. Mais réussir cette transition énergétique nécessite l'implication des experts et des médias. Il y a 3 partenaires importants. Il y a les pouvoirs publics qui doivent créer un discours informatif et de sensibilisation qui soit cohérent et qui soit vulgarisé. Les vecteurs sont l'école, à travers des programmes pédagogiques adaptés, mais aussi à travers l'exemple. Une école qui est hérissée de panneaux photovoltaïques, l'élève est plus sensible aux cours sur la transition énergétique, la mosquée. Et nous avons le 3e vecteur qui est le plus important, c'est-à-dire vous, les médias. Pour concrétiser les objectifs du programme du président de la République, nous avons tracé un plan de travail qui repose sur une approche participative avec l'implication des journalistes. Nous avons formé 600 journalistes à cet effet et nous comptons organiser d'autres formations dans le domaine des énergies renouvelables. L'Algérie affiche ses ambitions avec plusieurs projets d'envergure dans le cadre du programme du président de la République, à l'image du projet Solar 1000 MW.
Le citoyen est au cœur des programmes de développement. Nous œuvrons d'ailleurs à améliorer les conditions de vie des populations, notamment dans le Grand Sud, les régions frontalières et enclavées. Une priorité qui figure parmi les instructions du président de la République. Des instructions du président de la République et du Conseil des ministres, c'est d'accélérer la transition énergétique. Donc sur le programme des énergies renouvelables, c'est mettre en place une capacité de 15 000 MW en 2035, ce qui fait environ 1000 MW par année. Le projet solaire 1000 MW qui est en cours de traitement fait partie, c'est la première phase de ce programme d'envergure. D'un autre côté, il y a le développement des énergies renouvelables pour l'autoconsommation. L'Algérie, qui se distingue par un potentiel exceptionnel d'énergie renouvelable, est capable de relever le défi en assurant une efficacité énergétique dans différents secteurs. Voilà pour cette coopération entre les ministères. Parlons maintenant de l'Émir Abdelkader, homme de paix, fin stratège politique, défenseur de l'identité nationale. Les visiteurs du MUSEM à Marseille découvrent depuis le 6 avril dernier une exposition exceptionnelle sur son parcours. Hier, le sénateur et écrivain Kamel Bouchama a animé une conférence sur le parcours de cet homme qui est impressionné par son talent et sa vision, et ce en présence du conseiller du président de la République chargé de la culture et de l'audiovisuel, Ahmed Rachdi, et notre ambassadeur à Paris, Mohamed Antar Daoud. Couverture signée Afef Blouchette. C'est un regard complémentaire et un exposé étayé par les archives algériennes que Kamel Bouchama a présenté hier au public du MUSEM sur la vie, le combat, la spiritualité et la tolérance de l'Émir Abdelkader, auquel le musée consacre une importante exposition. Didactique, le conférencier avait mis l'accent sur l'importance de la transmission de l'histoire de ce grand homme. Ce que je voudrais, c'est que tout le monde sache que l'Émir Abdelkader, d'abord, n'est pas un homme quelconque, un homme tout à fait qu'on peut comparer à un petit savant, qu'on peut comparer à un intellectuel de chez nous ou d'ailleurs. Mais Abdelkader a été un grand. D'ailleurs, tous ceux qui ont la parole, tous ceux qui ont écrit, ils ont développé l'humanisme de l'Émir Abdelkader, ils ont développé la tolérance, ils ont développé les aspects spirituels qui sont au-delà du niveau d'un humain. Une conférence débat qui s'inscrit dans une journée consacrée à la mémoire à destination des deux publics, français et franco-algériens. C'est un événement qui a le mérite de se dérouler à Marseille, une ville méditerranéenne. Se déroule à les le premier sont les Jeux méditerranéens d'Oran qui débuteront dans un peu plus de 3 semaines. Puis il y a aussi le 60e anniversaire de l'indépendance qui arrive à point nommé pour parler d'un homme qui est le plus illustre des Algériens, à savoir l'Émir Abdelkader ibn Mahiddin. Et c'est sur le Borj Baji Mokhtar que cette parenthèse algérienne par excellence dans la ville phocéenne s'est prolongée autour de mes Algériens, en présence de toute la délégation, dans un esprit d'échange à bâton rompu, avec une communauté soucieuse de renforcer les liens avec le pays. Il faut que le lien soit maintenu d'une rive à l'autre, que l'histoire soit connue et qu'elle soit apaisée et il ne soit pas oublié. C'est très facile d'aller en Algérie pour nous, mais c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir faire venir des Algériens sur le territoire national. Alors, si on doit faire des accords entre la France et l'Algérie, il faut que les Algériens puissent venir en France comme les Français ont la facilité d'aller en Algérie. C'est magique ce qui est fait en Algérie. Je veux être positif. Parce qu'être négatif, c'est facile pour tout le monde. Mais je veux voir ce qui est fait positivement. Ce qui est beau, j'ai été il n'y a pas si longtemps. Je trouve que les choses évoluent, avancent. C'est magnifique. Tout n'est pas... Tout est à améliorer comme pour le reste du monde. Mais chaque jour, cette jeunesse, elle est dynamique. Je crois en la jeunesse, moi. Je crois en cette jeunesse. Et c'est toujours les gens qui font l'évolution des choses, quoi. Ce dernier regard est conforté par la qualité de l'accueil de l'équipage et le professionnalisme qu'ils ont déployé pour le succès de cette rencontre. Et puis cette autre conférence intitulée Abdelkarim Al-Khattabi, le lion du Rif, a été organisée aujourd'hui par la chaîne Ed-Dakira au siège de l'EPTV. Elle a été animée par plusieurs historiens qui ont rappelé le parcours du chef du mouvement de résistance contre la France et l'Espagne dans le Rif. Cette conférence sera diffusée ce soir à 22h sur Canal Algérie.
Et dans l'actualité internationale, on vous parle de la détermination des Marocains pour arracher ces droits. Des milliers de Marocains sont attendus demain dans différentes rues des villes marocaines, dans ce qui veut être une véritable démonstration de force. Ils comptent bien faire entendre leur voix à la tête de leurs revendications, plus de droits et moins de répression et des conditions de vie dignes et acceptables. Les détails avec Yasmine Messati. La situation socio-économique ne cesse de se dégrader au Maroc. Depuis des semaines, voire des mois et dans plusieurs villes du pays, les appels à des manifestations se multiplient. Plusieurs marches et sit-ins sont organisés régulièrement par une population excédée qui crie haut et fort son ras-le-bol à un gouvernement qui semble être atteint de surdité chronique et qui maîtrise parfaitement les rouages de la politique de l'autruche. Revendiquant l'amélioration de leurs conditions de vie, la réduction des inégalités socio-économiques ainsi que la lutte contre la corruption et les atteintes aux libertés publiques et individuelles, les citoyens marocains dénoncent une qualité de vie misérable au moment où le Maroc continue d'accumuler des fortunes colossales et de renforcer son alliance avec l'entité sioniste sur tous les plans. Une situation critique qui, le Front social marocain a appelé à une participation populaire nationale, un appel qui fait face à un régime répressif, lequel tente tous les moyens de dissuader la population de manifester. Intimidation, décision, interdiction de rassemblement, arrestation et détention arbitraire, rien n'est épargné aux militants. Un sit-in de protestation est d'ailleurs prévu demain à Casablanca. Prélude des manifestations massives qui seront organisées prochainement. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration de cet opposant marocain, Saïd Aïssaoui. Il est aujourd'hui de notre devoir de mettre fin à tout ce qui se passe dans notre société. Il est temps de mettre fin à la corruption et au crime organisé. Nos femmes n'ont aucune valeur. Elles sont devenues proies faciles au tourisme sexuel. Le crime organisé s'est propagé d'une façon rapide et dangereuse dans notre pays. En plus de la prostitution, le trafic de drogue ainsi que la pédophilie. Il faut aider pour lutter contre tous les fléaux qui rongent la société marocaine. D'ailleurs, toutes les associations, les ONG ainsi que la société civile à mettre fin définitivement à ce qui se passe au Maroc. La solution, c'est de revoir le système de sécurité et de faire une réforme profonde au niveau de tous les secteurs. Toujours l'actualité internationale. Le gouvernement français est un autre camouflé de la part du Congrès espagnol. Ce Congrès qui rejette catégoriquement pour 3 consécutifs la décision du Premier ministre. Les députés espagnols ont envoyé un message clair par question de le droit international. Les détails avec Amélie Siritira. Le Congrès appelle à appuyer les résolutions des Nations Unies devant permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. La décision du Premier ministre Pedro Sánchez d'adhérer au pseudo-peuple d'autonomie du Mahrzen, le Sahara occidental, et de rejoindre pour la fois en moins de 2 mois. Le Parlement espagnol maintient donc sa position historique de l'Espagne, insistant sur le processus de décolonisation du Sahara occidental dans le cadre des résolutions de l'ONU. Pour rappel, le 7 avril dernier, les parlementaires espagnols avaient visité le revirement de vide à la frontière du Maroc et accusé le d'avoir abandonné une position historique de à l'égard du conflit. Ils avaient dénoncé le changement de position unilatérale et illégal de Pedro Sánchez concernant le Sahara occidental. Ils avaient aussi appelé à une correction de cette position et à appuyer les résolutions des Nations Unies devant permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination, qualifiant la position défendue par Pedro Sánchez de trahison. Ils ont décidé de transmettre un message clair au roi du Maroc que le seul cadre que l'Espagne puisse défendre est celui de la légalité internationale, soutenant le droit inaliénable le Sahraoui à l'autodétermination. Et c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien, le rendez-vous méditerranéen. Ce soir avec vous, Mokhtar Hamani. Bonsoir. Tout de suite après le jingle.
Salutations sportives, chers amis téléspectateurs, et on entame ce rendez-vous méditerranéen par de très bonnes nouvelles venant d'Oran avec ce championnat de judo, avec une médaille d'or, 3 médailles d'or, l'œuvre donc de Walel Kautar, moins de 78 kg, Abdelrahman Ben Amadi, moins de 90 kg, et Mohamed Sofiane Bellarqa chez les plus de 100 kg. Moi, algérienne à une journée de la clôture et de 15 médailles, 7, 4 en argent et 4 en bronze. Et voici à présent un rappel des 2 premières journées pour la participation algérienne. Un rappel signé Linda Teboul. Après 2 journées de compétition de ce rendez-vous africain qui constitue en même temps un test event pour les JM d'Oran, les 2 sélections algériennes ont entamé de fort belle manière cet événement qui a vu la participation de 175 judokas issus de 23 pays, alors que l'Algérie a pris part avec 18 judokas, dont 9 dames. À l'issue de 2 journées, les Algériens ont réussi à glaner 8 médailles, 4 en or, 2 en argent et 2 en bronze. Le vermeil a été remporté par Belkadi Amina chez les moins de 63 kg, Deris Msaoud Redouane moins de 73 kg, Feiza Issahin moins de 48 kg et Halata Yamina moins de 52 kg. Les médailles d'argent étaient l'œuvre de Belkhal Souad plus 70 kg et Nihoud, moins 73 kg, alors que Benazoug Arilas Imad Iman Rzoug, moins 48 kg, Bilal Yagoubi, moins 60 kg, se sont contentés du bronze. Une belle moisson qui permet à notre sélection d'occuper largement la première place au classement général des épreuves individuelles, en attendant la suite de la compétition qui prendra fin ce dimanche avec les épreuves de combat par équipe. L'autre événement de la semaine, c'est le Tour d'Algérie cycliste qui a pris fin hier avec Hamza Mansouri de la sélection nationale militaire qui a endossé le maillot jaune de l'épreuve, compte rendu Sid Ahmed Bouraïb. 126 coureurs dont 98 ont pris part au Tour d'Algérie 2022 et a enregistré la participation d'équipes représentant la Tunisie, l'Égypte, la Libye, les Émirats arabes unis et la France. Tout a commencé le vendredi 20 mai avec le Grand Prix d'Alger. Asdin Agab du Mouloudia d'Alger s'impose sur un circuit fermé de 100 km entre les Anasser et le Madaniya en 2h40 minutes 44 secondes. Le lendemain, direction la ville des Roses avec un contre-la-montre entre Chefa et Blida. Un circuit de 7 km où Mohamed Amin Nahari de la sélection Espoir termine en premier avec un temps de 12 minutes et 17 secondes. Dimanche, c'est sous une chaleur suffocante que les coureurs ont pris le départ de la deuxième manche. Une course entre Blida et Chlef sur 150 km. Hamza Yassine de Dubaï Police remporte la manche en 3h42 minutes et 54 secondes. Après 2 étapes, le maillot jaune est pour Hamza Mansouri. في حياتي كان من ستارت احنا في ستارت وواحد بزاف يشوف فيه كان فيه بزاف سخانه. La troisième étape est de 129 km et relie Chlef à Mostaganem. Le temps passera par de somptueux paysages. Abdullah Ben Youssef de la sélection centre franchit la ligne d'arrivée en premier. 3h38 minutes et 38 secondes. À l'issue de cette étape, Hamza Ammari du Mouloudia d'Alger récupère le maillot jaune et le maillot blanc, celui de meilleur espoir. Mardi, direction Oran sur un parcours de 106 km. Hamza Mansouri de l'équipe nationale militaire remporte l'étape en 2h40 minutes 12 secondes. Il récupère par la même occasion le maillot jaune et le maillot vert.
Le lendemain, les cyclistes cessaient sur le parcours qui sont utilisés pour des Jeux méditerranéens. Oran, 147 km, l'étape la plus longue du tour. Hamza Yassine de Dubaï Police remporte la manche au sprint final en 3h29 minutes 31 secondes. Hamza Mansouri garde son maillot jaune et met une main sur le titre. L'étape finale étant sa spécialité, le contre-la-montre. Et comme attendu, il remporte l'épreuve en parcourant les 25 km du circuit en 39 minutes 23 secondes. Il remporte le Tour d'Algérie 2022. La caravane rentre sur Alger pour le crétorium de la ville, prévu vendredi. Les cyclistes parcourent 78 km sur un circuit fermé. Ayman Marj de la sélection nationale Espoir remporte la course en 1h39 minutes, suivi de Oussama Cheblaoui et Azdin Lagar. La course était difficile dès le début. Je remercie mes coéquipiers qui m'ont beaucoup aidé. Le Tour d'Algérie vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 23e édition. Et vous serez certainement très nombreux à partir l'encourager à Oran à l'occasion des Jeux méditerranéens d'Oran. Il s'agit de la tenniswoman Inès Ibou, meilleure algérienne du moment. Ses ambitions, les nouvelles de sa préparation à travers ce portrait signé Sarah Derbel. À 14 ans, elle était numéro 1 mondial de sa catégorie. 569e du classement au meilleur de sa carrière, Inès Ibou navigue aujourd'hui autour de la 800e place. À seulement 23 ans, cette jeune pépite affiche une détermination. Mon meilleur classement, c'est en 23e mondial et en WTA 569. Ça a été mon meilleur classement. Aujourd'hui, je suis 750, quelque chose comme ça, à cause de ma blessure de l'année passée où je suis redescendu un peu au classement, mais ça c'est rien. Si je joue bien, si je fais des bons tournois, si j'ai des bons résultats, je vais monter très vite, Inch'Allah, c'est l'objectif. S'il y en a un qui croit en elle, c'est bien Hassan Guedioura, son manager, qui change de casquette quand la situation oblige. Entre eux, une vraie complicité. Oui, elle a fait 2 tournois WTA à Doha. Je pense qu'elle fait partie des rares Algériennes, sinon peut-être la seule Algérienne à avoir fait autant de tournois WTA dans l'histoire d'Algérie. Et j'ai dû m'improviser coach. Mais comme on a été une relation particulière, d'une situation un peu difficile, donc vous savez que coach, c'est aussi l'aspect mental. Donc voilà, je prends aussi en charge ces aspects-là. Et pour un joueur de tennis, le mental est fondamental. J'essaierai de faire le maximum pour cette compétition qui m'est chère. Surtout qu'elle est ici à Oran et jouer devant le peuple algérien, c'est extraordinaire. Elle poursuit son parcours vers un plus haut niveau et ne cache pas ses ambitions. Je compte d'ici peut-être 2-3 ans, Inch'Allah, si bien sûr pas de blessures, avec beaucoup de moyens aussi de rentrer dans le top 100 et de partir au Grand Chelem et pourquoi pas de rêver de gagner un Grand Chelem, Inch'Allah. La numéro 1 algérienne ne se fixe aucune limite. Et pourquoi pas un jour, grâce à son travail et à demain, retrouve les premières places. Ainsi prend fin ce rendez-vous méditerranéen. Prochain rendez-vous, ça sera avec Riyad Belkhadim. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.